En ce monde, les jouets sont légion. Dans le vacarme de ce qui un jour se croyait suffisamment fort pour le défier, il restait silencieux face au plaidoyer du chevalier qui combattait la tête levée, fier de la gloire de son royaume. Béni par les grâces de Dieu, il pouvait brandir son épée face aux démons. Il rendra le châtiment divin que désire son seigneur. Ce jouet, il le trouvait bien bruyant. Il n'aura qu'à continuer son récit une fois ce bâtard massacré. Le chevalier, éventré, démembré, dont la vie l'a quitté, gisait dans un horrible bain de sang. Il l'envoyait auprès de son cher père, qui lui chante directement ses louanges au lieu de perturber ce silence qu'il apprécie tant. Mais il entendait de nouveau des pas. Un homme bien mystérieux approchait en sa direction. Il semble qu'il ne dispose de guère beaucoup de temps. Aujourd'hui est l'anniversaire de mariage avec sa femme. Il est bien navré, mais il va devoir en finir rapidement. Son anniversaire de mariage? Là, il était assis, des lames plantées dans sa chair, faisant ressortir ce sang noir de jet. Qu'il ne soit pas malheureux, elle aura tout le temps pour les célébrations de son enterrement. Y a-t-il quelqu'un ici? Quelle surprise! Il semble qu'un jouet des plus mignons soit venu à sa rencontre. Celle-ci lui demande si elle est bien au dernier étage, et s'il est bien le boss de la tour. C'est exact. A-t-elle fait bon voyage? Quel soulagement! À vrai dire, elle s'est beaucoup perdue avant d'arriver ici. Alors que tous ces fils de truie aillent se faire foutre avec la difficulté de ce donjon! Que cette tête de bouc crève sans résister! La tenant par les couettes, celle-ci pleurait et suppliait de toutes ses larmes qu'il l'épargne. Il entend ses complaintes. Fort malheureusement pour elle, son jour de chance n'est pas venu. Se dressant face à l'aventurier, celui-ci en restait figé avant d'accuser les parfaits coups de lame du boss. Il fit exploser l'aventurier dans un torrent rouge rubis. Tous ses jouets sont morts de ses mains. Il s'appelle Baphomet. Il est le maître de cette tour. Il est celui qui discerne le niveau de ses jouets, l'assesseur de la tour. Au cœur de son antre, il était assis sur son trône. Jour après jour, de nouveaux aventuriers se présentaient à lui. Chaque moment où un jouet vient le visiter est un événement qui lui procure les plus grands frissons. Mais ils sont aussi ceux qui le font sombrer au plus profond de son désespoir. À peine a-t-il le temps de s'amuser que son plaisir s'envole. Aucun jouet n'est digne de lui, se tenant en face de la colossale porte. Il est bien malheureux de constater que celle-ci a été bâtie pour que jamais il ne puisse rêver d'une sortie. En d'autres termes, il ne peut visiter le monde de ses jouets. Sa vie se résume à attendre, sans but, qu'un nouveau jouet ouvre les portes de son domaine. Seul, il doit réfléchir quant à comment tuer le temps, avant que le temps ne tue ses jouets lors de leur affrontement. Le silence du cimetière d'aventuriers pesait sur son âme. Il ne supporte plus ce à quoi sa vie se résume. Pourquoi est-il condamné à attendre qu'un aventurier l'entraîne jusqu'aux mains du maître des enfers? Pourquoi lui? Pourquoi sa vie? Pourquoi est-il le seul prisonnier ici? Pourquoi est-il le seul qui ne peut partir? Après un énième coup sur la porte, la sonnerie d'un téléphone ne l'extirpa de sa folle colère. Ne serait-ce pas là un objet d'un des jouets qu'il vient de tuer? Cela lui donne une grandiose idée. Rigolant aux éclats, il est enfin arrivé au dernier étage. Est-il le boss de la tour? Il est venu pour le tuer et devenir le plus grand chasseur que la Terre ait connu. Ses rêves brisés, comme tous ceux qui l'ont précédé. Il suppliait pour sa pitié. La marche du maître de la tour le fit reculer et hurler un peu plus pour sa clémence. Baphomet lui tendit le téléphone à la surprise de l'aventurier. Il lui demande à quoi sert cet outil. Au début, c'était une simple curiosité. L'aventurier, désirant saisir cette inopinée chance, lui dit qu'il s'agit d'un modèle pouvant se déverrouiller grâce à la reconnaissance faciale. Saisissant la tête purulente de celui qui fut le détenteur du téléphone, Baphomet s'en tenait aux instructions de l'aventurier. Celui-ci, prenant son propre téléphone, il lui dit que cela s'appelle une caméra. Elle est utilisée pour sauvegarder de précieux moments. Une fois un selfie pris avec Baphomet, celui-ci se demandait plus que jamais ce qu'est réellement le monde de ses jouets. Le dernier en date lui explique qu'il peut même écouter de la musique avec cet outil. Il s'agit de la seule drogue que le gouvernement autorise. Passant en revue les fonctions une à une,
L'aventurier lui dit qu'il se débrouille très bien. Il ne devrait plus avoir besoin de son aide. Tout cela est allé bien plus loin qu'une simple curiosité. L'aventurier, ayant saisi sa lame, lui dit qu'il est l'heure de faire ses adieux. Mais sans même le regarder, Baphomet avait envoyé en enfer celui qui essaya de le décapiter dans son dos. En y repensant, il a gardé tous les objets que ses jouets ont laissés ici avec leur mort. Ouvrant un carnet, il ne comprenait guère ce qu'il voyait. Des noms et des numéros avec des étoiles. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Objet après objet, il découvrait peu à peu comment ces jouets vivaient dans leur monde. Écoutant une musique sur le téléphone, il se prélassait doucement et calmement. Cela dit, il y avait un problème qui subsistait. Le plus il en découvrait quant à la vie de ses jouets, le plus fort se faisait son désir de voir la réalité du monde qui lui est interdit. L'illusion de ce vaste univers se faisait plus claire que jamais. Dans le monde de ces jouets existe une chose formidable que l'on appelle la foi. Il s'agit de l'existence d'un être supérieur, lequel accorde sa grâce aux hommes. Si ce Dieu l'entend, pourrait-il également lui accorder une faveur? Alors que le téléphone continuait sa chanson, il s'éteint. Manque de batterie. Il se sent si mal qu'il en a des frissons. Agir de manière aussi pathétique ne lui ressemble guère. Et pourtant, la tour rugissait une nouvelle fois encore. Cela veut dire que quelqu'un s'approche du dernier étage. Ayant repris sa place sur son trône, il n'en attend plus rien de ses jouets. Aucun n'est en mesure de lui résister. Qu'il en finisse rapidement. Une fois chose faite, il laissera pourrir son cadavre loin du butin de guerre. Sa seule source de bonheur. Butin qu'il n'oubliera pas de récupérer sur sa prochaine victime. L'aventurier avait pénétré au cœur du dernier étage de la tour. Il regardait en silence son futur adversaire, le boss. Baphomet attendait, assis nonchalamment. Il regardait son adversaire, avant que son œil ne s'éveille. Le butin de guerre, c'est vraiment tout ce qui l'intéresse? Leur combat faisait rage, mais l'aventurier était loin de se briser. Ce jouet, il avait réussi à survivre à son coup, et dans son dos, il prépara une formidable attaque, laquelle il dégaina sur la monstrueuse créature. Ce jouet, c'est tout ce dont il avait toujours rêvé. Le pinacle des aventuriers, le niveau le plus élevé, le seul qui lui donnera de nouveaux frissons. Dans le nuage de poussière, Baphomet était pris d'un sort et de chaînes. Celle-ci disparue, il s'apprêtait à s'élancer en direction du chasseur, lequel allait en faire de même contre le boss. Leur combat était d'une force nouvelle. Enfin, il sentait l'excitation, les émotions, les palpitations d'un combat au sommet. Tout ce temps, il l'avait oublié. Préparant un sort, il le lança sur l'aventurier, lequel esquiva. Il s'agissait là du combat qu'il a tant désiré. Semblant s'échapper, Baphomet rejoint l'homme qui lui tournait dos. Il s'amuse. Il s'amuse. Le boss avait été projeté d'une force colossale au sol. Et l'aventurier, d'un vif mouvement, s'était saisi de sa lame, laquelle se dirigeait vers la créature. Mais pourquoi? Pourquoi est-il si envieux de ce jouet? Celui qui s'apprêtait à lancer son coup final faisait face à de nouvelles formes du boss. Il fut projeté d'un coup par celui qui n'avait pas dit son dernier mot. Armé de sa faux, qu'il ne le prenne pas de haut. Mais le chasseur non plus ne lui avait guère tout dévoilé. De son épée, il comptait graver en sa chair sa victoire. Mais le boss para son coup d'un puissant sortilège. Croit-il réellement qu'il puisse perdre contre un misérable jouet? Les coups de leurs assauts résonnaient en chœur avec leur parfaite égalité. Mais Baphomet déploya un sort d'une envergure nouvelle. Et c'est un torrent d'armes qui prit la direction de l'aventurier. Il est le seigneur de la tour. Et pourtant, l'aventurier avait balayé l'offensive comme si de rien n'était. Pour une fois, Baphomet en resta silencieux. Il est le seigneur de... Et quand bien même il est prisonnier de ces lieux. Mais qu'est-ce que cela change quand il est prisonnier de ces lieux? Cet instant de doute avait laissé une unique opportunité à l'aventurier d'en finir avec ses puteries de lieux et son infâme maître. Dans les flammes bleues du cou, le boss se protégea comme il pouvait. Cet hautain jouet essayait-il réellement de faire de ces lieux sa tombe? Son regard n'était pas celui d'une proie. Cet œil perçant observait les recoins les plus profonds de son âme.
Est-ce réellement un jouet? S'il est un humain, l'un de ceux qui sont libres et forts, lui aussi voudrait en devenir un. Quête principale, tuer le chasseur Raven. Récompense, ce que son âme désire le plus. Dans les flammes bleutées du combat, la rougeur du sang se distinguait. La lumineuse épée du héros s'était plantée dans le corps de la bête. La lumière se faisait forte. Les murs salis et usés étaient doucement éclairés par la lumière. Le système lui informe qu'il a conquis la tour de l'abysse. D'ici peu, celle-ci s'effondrera. Qu'il quitte les lieux sans tarder. Raven laissa derrière lui le cadavre calciné d'un monstre qui a tant tué. Devant lui, ses derniers instants de conscience voyaient celui qui l'a terrassé l'abandonner. Prenant une lame de ses dernières forces, il n'abandonnera pas son espoir si proche de la victoire. Une formidable explosion retentit au dernier étage de la tour. Dans les ruines de celle-ci, les ouvriers avaient mis la main sur la collection de corps de Baphomet. Ceux-ci constataient tristement que ces lieux avaient été une boucherie sans nom. Mais l'un des ouvriers avait remarqué par-delà les décombres un homme, lequel se tenait droit devant la ville. Il interpelle ce dernier et lui demande s'il va bien. Mais pourtant, il a péri en ces lieux. À ce moment, Baphomet s'était relevé du supplice que Raven lui avait infligé. Celui-ci en restait impassible. Qu'importe le nombre de fois qu'il se relèvera, il n'a pas la moindre chance face à lui. Jamais Baphomet n'abandonnera la seule chance de liberté que son horrible vie lui a promis. Des flammes bleues, son corps décomposé émergea. Pour la première fois, le choc se lisait sur le visage de Raven. Un mince filet de sang coulait de sa bouche. Dans sa rage de liberté, Baphomet lui avait transpercé le corps. Saisissant son cœur de sa main, il broya ce dernier. Il a vaincu celui qui a osé le défier, et il s'en est tiré vivant. L'ouvrier lui demande s'il est le chasseur qui a réussi à vaincre la tour. Il aimerait lui poser 2-3 questions pour s'assurer qu'il aille bien. Pourrait-il commencer par lui donner son nom? Un nom? Il était enfin libéré. Dieu, le système, la promesse qui lui a été faite. La prophétie s'est avérée vraie. Il est Baphomet, l'humain Baphomet. Les chasseurs, ils sont ceux qui combattent contre les monstres vivant au cœur des portails et autres tours. Mais ils n'ont jamais eu l'ascendant jusqu'à ce jour. La secousse d'un portail. C'est un phénomène qui se produit lorsqu'une tour n'est pas conquise à temps. En résulte l'invasion du monde par les monstres de la dite tour. La première secousse d'un portail a éliminé un tiers de la population mondiale. C'est après cet incident que les hautes instances ont revu leur plan d'entraînement de chasseurs pour s'assurer de leur capacité à s'occuper des tours. Baphomet, en tant que maître de la tour de l'abysse, la plupart des chasseurs sont morts de ses mains. Mais il est aussi celui qui, captivé par les humains, fit le choix d'en devenir un lui-même. Cependant, le peuple le vit comme celui qui fut capable de conquérir la tour de l'abysse. Pléthore de journalistes s'étaient regroupés autour de Baphomet. Tous lui demandaient des détails sur son incroyable succès. Le peuple voulait voir ses inouïs pouvoirs. Mais malheureusement pour lui, il avait perdu tous ces derniers. Éventuellement, il devint connu sous le nom de Fraude du siècle. De maître de la tour à idole de l'underground. Il devint le leader d'un gang, d'une carrière de donjon. Au cœur de cette dernière, un homme se présenta à ses collègues. Il est nouveau et les salue tous poliment. Un homme, sûrement dans la cinquantaine et au sourire rassurant, le salue et constate qu'il déborde d'énergie. En tout cas, il n'a pas à être nerveux. A-t-il déjà fait ce genre de travail par le passé? Le jeune homme lui répond que non. Il n'a pas à s'inquiéter, c'est pas bien compliqué. Il s'agit juste d'un travail qui demande pas mal de force. La voix tremblante, le jeune ouvrier lui dit que cette carrière est, comment dire, impressionnante, n'est-ce pas? Et elle était loin d'être aussi colossale il y a seulement quelques mois. Tout cela, ils le doivent aux chasseurs. Ce sont eux qui ont ouvert la zone une fois les monstres vaincus. Eux sont en charge des zones C et D. Lui travaillera dans la D. En tout cas, il n'aura pas le temps de s'ennuyer. La zone D est celle où l'on trouve le plus de pierres précieuses. Et puis, que tout le monde dégage du chemin! Celui que tout le monde appelle leader, chef, voire grand frère en guise de respect, doit traverser la zone. Le jeune homme demande au responsable de qui il s'agit. Celui-ci lui dit qu'il avait presque oublié de lui en parler. Mais en tout cas, il devrait les éviter à tout prix. Ce sont d'infects délinquants qui ont réussi à s'installer au cœur de la carrière. Des types mauvais qui hésiteront pas à harceler quelqu'un qui n'aime pas. Mais le pire de tout, c'est ce type, qu'ils ne l'approchent sous aucun prétexte. Mais peuvent-ils réellement laisser ce genre de personnes travailler ici? Poussant un soupir, le responsable lui dit qu'ils ont pas le choix. Les pontes l'apprécient tout particulièrement parce qu'il fait réellement bien son boulot. L'heure de la paye était venue. Il a fait un bon travail ce mois. Mais le mineur lui demande s'ils sont coincés dans les années 50, qui donne encore des payes dans des enveloppes. Au lieu de râler pour apprécier le côté rétro, lui aussi, ayant tendu l'enveloppe vers le leader,
leader. Il ajoute qu'il n'est pas sans savoir qu'il l'a déjà envoyé là-bas. À ces mots, l'expression de Baphomet changea. Et alors que son employeur le quitte avec sourire en l'invitant à continuer son bon travail, le chef en tremblait de rage. Il inspirait la terreur chez ses collègues, lesquels vinrent immédiatement à sa rencontre pour lui proposer de lui acheter quelque chose à boire et à manger. Ou peut-être préférait-il passer un temps au cybercafé. À l'arrière, il les regardait et intrigué. Alors que les propositions s'enchaînèrent, un gamin interpelle le leader et lui demande tout gaiement où envoie-t-il tout cet argent. Il est repris d'un coup par un collègue lequel l'insulte d'abruti. À quel point peut-il être con? Il le dira quand le moment sera venu. À terre, le jeune ouvrier s'excuse et s'excuse encore. Il ne le refera pas, il promet. Elle monte. Plus il continue, plus la colère monte. Il lui demande où il envoie l'argent. Il l'envoie à cet enfoiré de médecin marron. À l'époque, il avait touché le fond après avoir été labellé comme la fraude du siècle. Grièvement blessé, il devait être emmené dans un hôpital pour être opéré. Le problème, c'est que c'était un médecin au black. Et il avait pas un rond pour la payer. Alors comme ça, il n'a pas d'argent. Ah, c'est bien embêtant. Mais il n'y a pas grand-chose que l'on ne puisse y faire. Le médecin marron lui a ainsi fait une offre. Qu'il la paye avec son corps. Lorsqu'il est revenu à ses sens, il était déjà prisonnier de cette carrière et la quasi-entièreté de l'argent qu'il a gagné jusqu'alors est envoyé pour payer l'autre salope. Mais au fond, il avait su en trouver du positif. Il commençait à en avoir marre de voir son visage exposé sur toutes les chaînes de putain de merdia du monde avec son triste label. Mais éventuellement, son maigre moment de quiétude a commencé à dégénérer ici aussi. Les moqueries étaient revenues. Trois harceleurs s'amusaient à se moquer du tristement célèbre Baphomet. Il y avait en effet quelques humains qu'il reconnaissait ici-bas. Mais initialement, il avait pris la décision de les ignorer. Malgré la multiplication des instances de harcèlement, Baphomet ne s'est jamais énervé. Jusqu'à ce qu'un jour, il réalise quelque chose. Se faire appeler constamment la fraude du siècle est quelque chose qui fait que l'on se sent mal, très mal. C'est ainsi qu'il décida de leur en retourner la faveur. Il a collé branlé sur branlé. Éventuellement, la racaille s'est mis à s'intéresser à ses capacités de combat. Mais quand bien même il avait perdu ses pouvoirs, ce n'est pas ce genre de pourris qui lui résisteront. Éventuellement, de plus en plus de personnes ont commencé à se rallier à ses côtés, jusqu'à l'appeler leader ou grand frère parmi d'autres noms plus ou moins élogieux. C'est ainsi qu'il fut forcé d'enrôler le rôle de leader de gang, simplement pour préserver un minimum de calme. Mais tout ça ne ressemble en rien à ses rêves. Ce n'est pas la vie humaine qu'il avait prévu de chérir. Le regard sanguin d'un monstre se décelait du noir de la carrière. Le nouveau mineur était surpris par ce dernier, hurla pour le sauve. D'un vif coup, le bras de la créature avait été tranché. C'est d'un puissant coup d'épée que se chargea de la terrasser. L'employé était terrorisé. Mais l'un des chasseurs était venu à sa rencontre. La jeune fille lui dit qu'ils n'ont pas fini de s'occuper de cette zone. Il ne peut pas encore venir. Celui-ci la remercie alors que ses collègues buglent au nouveau que c'est pour ça qu'ils lui ont dit pas aller là-bas. C'est ce pouvoir, pas celui pour fracasser des humains. Ce type de pouvoir. La raison derrière la perte des siens est probablement parce qu'il est devenu humain. Mais alors pourquoi a-t-il autant désiré en devenir un? Pour être comme ce type, fort, puissant et charismatique. L'un des membres du gang lâche sans gêne à haute voix qu'à son avis ils ne valent rien face à leur leader. Tout ce prestige autour des chasseurs, c'est du flan. Derrière, l'on se dit qu'au fond, ces chasseurs auraient été des types comme eux s'ils n'avaient pas eu leur réveil. En un contre un, ça aurait été une belle branlée. Au fond, ils n'ont pas tort. Mais lorsqu'on voit les plus grands chasseurs, l'on désire plus que tout. Un type légèrement joufflu sur les bords leur dit qu'il a entendu quelque part que les chasseurs se font un sacré paquet de fric grâce aux pierres magiques qu'ils obtiennent en terrassant des monstres. D'après qu'ils vivent tous dans des penthouses dignes des plus grands milliardaires. Cette vie de prestige et de luxure, ce n'est pas ce qu'ils leur envient. Ouais, donc en somme, ils se font simplement leur blé sur un coup de chance. Au fond, l'argent qu'on gagne en bossant dans les pires circonstances, ça c'est réellement... Oui, ceux qui ne connaissent pas la valeur de l'argent sont les premiers à dire qu'il ne fait pas le bonheur. À ce propos, grand frère, serait-il en train de penser à quelque chose de plaisant? Son visage radieux est interrompu par la curiosité de son gang. Était-il en train de sourire? Il leur répond froidement que c'est probablement parce qu'il les trouve marrants. L'air aussi intelligent qu'une huître, ceci n'en revenait pas. Et c'est qui l'a trouvé le plus drôle? Ils ont fait un pari. Celui qui le fait sourire remporte le pactole. Cette sensation, il l'a déjà sentie par le passé. C'est celle qui le faisait en jouir quand il s'amusait avec ses jouets. Se pourrait-il que ce pouvoir, lequel lui a procuré un tel bonheur, lui manque? Pourtant, il arrive à le ressentir sans même combattre. Il n'y a pas de doute. C'est parce qu'il est devenu un humain. Ce qui veut dire que même sans combattre, il peut... L'on interpelle le leader. Est-ce vrai qu'il n'a pas de nom? Il en avait un, mais il ne l'utilise plus. Oh! Ce genre de passé est putain de cool. Le gamin lui demande s'il souhaiterait utiliser son nom à lui. Ses parents ont mis cœurs et âme pour en trouver un, mais il n'a jamais vu la lumière du jour. Il serait sûrement ravi que quelqu'un de beau et de charismatique comme lui le porte. Mais à l'arrière,
Une dorée lumière émanait de la roche. Notre héros lui demande quel est son nom. Il n'arrête pas de lui dire. Son nom est Cha. L'explosion retentit avant même qu'il ne puisse finir et balaya l'ensemble de la carrière. Au beau milieu des flammes de l'enfer, il se demandait ce qu'était ce bruit. Cet étrange bruit. Qu'il s'arrête! Baphomet avait survécu et s'étonnait les côtes de douleur. Serait-il grièvement blessé? Fort heureusement pour lui, le destin l'avait épargné. Là où une vision d'horreur se dessinait devant ses yeux. Qu'est-il en train de se passer? Posant sa main sur un chaud liquide, les restes calcinés de son jeune ami gisaient au sol, le visage figé par la mort. Jamais sa phrase, il ne put la finir. Baphomet, pétri par l'horreur, était glacé comme le marbre par les flammes qui l'entourent. Une fois encore, les jouets sont détruits. Pile au moment où il ressentait enfin une once de bonheur. Qui est-il? Qui est ce bâtard qui a osé? C'est comme il s'y attendait de la part de chasseurs de Rancé. Lorsqu'il charge à deux sur lui, c'est un petit peu rude, ne trouve-t-il pas? Mais bon, au moins il a gagné un temps précieux en s'infiltrant dans le donjon. Le pillard. Sa collègue lui demande de quoi il parle tout à coup. Un jour, il a entendu parler d'un groupe de chasseurs dont la seule mission est de voler les butins de guerre de leurs collègues. Mais il a toujours cru que c'était une rumeur infondée. Alors, ce chasseur serait un membre des pillards? Ce dernier lui répond que seule la moitié de ce qu'il a dit est vrai. Mais la femme ne prétend guère attention à ses dires, interpelle son collègue et lui dit qu'il y a bon nombre de blessés. Et qu'en est-il de leurs chances de survie après traitement? Les chances sont infimes, mais ils doivent prendre la décision rationnelle. N'est-il quand même pas en train de lui dire qu'ils devraient s'enfuir? Dans ce cas, t'as la moindre idée de comment gagner? Il vaudrait mieux pour eux qu'ils battent en retraite et qu'ils aillent chercher l'aide de vétérans. Mais à peine eut-il le temps de prononcer ces mots qu'une lame tranche à sa tête. Le pilleur lui dit qu'il parle bien trop à son goût. Ce démon, elle le tuera! Mais arborant un cynique sourire, le pillard lui dit que jamais les chasseurs ne devraient être trop émotionnels. Sans quoi jamais ils ne pourront survivre. La jambe tranchée, son assaut fut vain. Alors qu'elle hurlait de douleur, le pillard fit signe à ses collègues de sortir de la faille. Tous avaient les yeux du malin. Il dit à ses collègues que pour ce qui est des deux chasseurs, il en a décapité un parce qu'il arrêtait pas de l'ouvrir. Quant à l'autre, elle est encore en bon état. S'ils vont pouvoir vendre les organes de son collègue, ils vont tirer un bon prix d'elle aussi. Les larmes lui montaient aux yeux alors qu'il parlait d'elle comme du bétail. Elle demande au pillard, la voix saisie par la peur, de quoi il parle. Il lui a déjà dit qu'il n'y avait qu'une moitié de vrai. Eux tous se font appeler pillards. Mais si elle veut la réalité... Le visage de la fille incarnait un effroi inouï. Alors que les pillards étaient retournés à leurs affaires, l'aventurière hurle de tous ses poumons qu'on la sauve. Ces cris n'étaient rien de nouveau pour celui que l'on devine chef des pillards. Mais passons, ça lui en touchait une sans bouger l'autre. Alors comme ça, ce chasseur utilise des équipements de valeur. C'est bien dommage qu'ils ne soient pas en mesure de s'en servir eux-mêmes. Il y a cette étrange et abominable règle qui empêche à quelqu'un d'utiliser les équipements d'un autre. Du moins il peut, mais les performances des armes deviennent nulles. Alors que les cris de détresse faisaient plus fort que jamais. Sa folle rage l'avait dirigé vers le diable. Dans un silence de cathédrale, il venait de se saisir de sa lame. Les démoniaques hors la loi n'en pouvaient plus d'entendre cette connasse pleurer. Croit-elle réellement que quelqu'un va venir la sauver si elle continue de beugler comme ça? Elle peut abandonner. Jamais personne ne leur a échappé. Au-dessus du pillard en chef, une tête avait pris son envol. Des cris d'horreur l'avaient extirpé de sa pause clope. La folie meurtrière de celui à qui l'on avait une fois de plus tout pris venait envoyer les mécréants devant le tribunal de Dieu. Qui est le bâtard? Le bâtard qui a osé! Le système venait de faire son apparition. La quête cachée vient d'être accomplie. Qu'il ressente la colère à l'encontre d'un homme. Récompense le pouvoir qu'il désire. Qui est la misérable souillure qui a volontairement détruit ses jouets? Il avait décidé d'entreprendre le chemin de la vengeance. Passant à côté de l'épée du cadavre, il la lui emprunte. Toutefois, le système signale à Baphomet que lorsque l'on utilise une arme qui appartient à une autre personne, ses performances descendent à 0. Mais le système s'était mis à évaluer son calcul. Erreur fatale. Le talent passif, maître des armes, de Baphomet vient d'être activé. Le talent voleur d'armes a été automatiquement utilisé après l'activation du talent passif maître des armes.
C'est ainsi que sa plus grande vengeance allait débuter. Crachant sa clope, le chef des pillards et son regard traduisaient une folie des plus singulières. Ses yeux se retournèrent en direction de celui qui avait perdu ses jouets. Des jouets? Qu'est-il en train de raconter? Est-ce que c'est eux? Le chef des malfrats lui dit d'une manière des plus hautaines qu'il est un peu vieux pour continuer de s'amuser avec des jouets. Mais la cible de ses propos avait pris la direction des 3 hommes encore en vie, dont 2 étaient plus que terrorisés. Leur leader leur hurle de se bouger le cul et de se mettre en position. En tout cas, il ne s'attendait pas à ce que ce harceleur soit un chasseur. Il va pouvoir tester la force de ce guignol. Jamais il ne pourra survivre à un double assaut. Et pourtant, Baphomet ne reculait guère face à l'attaque des 2 bandits. Bandits lesquels il désarma d'un vif mouvement à la surprise de ces derniers. L'un d'eux vit une lame sanguine se rapprocher à toute allure de son visage. Cet abominable bruit, son collègue l'avait entendu, aussi bien qu'il le vit. Baphomet venait de planter son épée en plein dans la tête du hors-la-loi. À peine s'en était-il débarrassé que l'autre homme lui sauta dessus une nouvelle fois. Mais sa vengeance n'était pas finie. La main de son ancien saisi, il put reprendre de voler celui-ci avant de le décapiter sans effort. Le sang qui jaillit de son tronc sans vie illuminait son noir regard. Le seul pillard encore en vie était ravi de faire face à un tel adversaire. S'élançant sur lui armé d'une lame noire obsidienne, il lui hurle qu'il est digne de l'affronter. Il continue en lui demandant son rang. Mais notre héros ne daigna lui répondre. Le pillard suppose qu'il est drancé. Non, il est bien au-delà. Vif comme l'éclair, son coup avait laissé une marque sur le visage de Baphomet, lequel en restait muet. Dans la bien silencieuse carrière, seule la voix du dernier pillard résonnait. Pourquoi un chasseur comme lui se cache ici en se faisant passer pour un délinquant? Qu'il ne lui dise quand même pas qu'il avait affaire ici aussi. Il est désolé, mais il a été plus rapide. Mais enfin, tout cela ne change pas grand-chose, puisque quoi qu'il arrive, il est condamné. Baphomet reste stoïque face à la hargne de son adversaire. Mais son mouvement n'était pas celui auquel il s'attendait. Et c'est un nouveau coup qu'il encaissa sur son épaule gauche, avant que sa pommette gauche ne soit touchée. Puis sa cuisse, son avant-bras. Il résistait tant bien que mal aux incessants assauts de celui qui l'haït tant. Un vicieux sourire s'est dessiné sur le visage du pillard. Il n'est pas assez fort pour lui résister. Cette épée de chêne est un contre parfait pour ceux qui ne jurent que par leur physique. Et c'est encore mieux pour ceux qui n'ont aucune expérience de combat contre un chasseur. Il est une ressource des plus précieuses qu'il doit chérir pour son bénéfice. Mais l'heure était venue pour Baphomet. Et d'un vif coup, il dévia la trajectoire de la chaîne de lame. Le pillard se demandait ce qu'il était en train d'essayer de faire. Sa colère était si forte qu'un nouveau talent passif s'était éveillé en Baphomet. L'éruption! En cas de saignement majeur, ses compétences augmentent de 15%. Le pillard n'en revenait pas. Comment arrive-t-il à bloquer tous ses coups alors qu'il y a à peine un instant? La vitesse de Baphomet l'avait surpris. Et il encaissa un monumental coup de poing. Écrasé contre le mur de pierre, il n'avait pas encore perdu connaissance et para d'une équipe l'attaque de Baphomet. Le malfrat se demandait comment ce bâtard pouvait être aussi fort. Relevant son épée, il s'apprêtait à la battre une nouvelle fois sans élan. Celle-ci brisa le rocher aussi bien qu'elle aurait pu briser son adversaire si celui-ci n'avait pas esquivé. Cependant, la rage de celui qui fut un jour le boss de la tour de l'abysse ne désemplissait pas. Et d'une vitesse folle, il attaqua de nouveau sa cible, laquelle n'arrivait plus à lire en lui. Il n'a pas une once d'hésitation. Est-ce que son physique serait supérieur au sien? Qu'il ne se foute pas de sa gueule! Il l'épuisera au fur et à mesure qu'il fera durer le combat. Fatalement seul lui, le chef des pillards, sera vainqueur. Mais celui qu'il croyait être un simple rambé pourrait bien être un tout autre niveau. Cette folle rage qu'il voit en lui, qu'est-il réellement en train de combattre? C'est comme si cette chose n'était pas humaine. Son bras venait de voler dans un déluge de sang sous le coup de l'homme à qui on a tout pris. Ce bras est pour celui que l'on poussait toujours au front. Le pillard hurlait de douleur. Mais son assaillant n'en avait pas fini avec lui. Son autre bras sera pour celui qui ne disait jamais mot. Cette jambe sera pour le petit gros, toujours de bonne compagnie, alors que le pillard lui suppliait pour sa clémence. Baphomet ponctue son poème avec sa dernière jambe. Dans le cri des flammes, il l'avait entendu. Tchaminmo, voilà quel était son nom. Massacrer, le diable hurlait à la mort. L'heure de son dernier coup était enfin venue. Le pillard, dans ses dernières forces, ne parvient pas à comprendre ce qui se passe. Quelle est réellement son identité? Ce dernier coup, il sera pour l'avoir mis hors de lui. Ces derniers instants ne furent que misère et désespoir alors que la lame de Baphomet se chargeait d'en finir de sa vie. Il a chaud, il a chaud, il a chaud!
De sévères conséquences sont vouées à toucher ceux qui recherchent le pouvoir. Cet humain est une offrande à son courroux. Le mode berserk lequel vit pour tuer vient de s'activer à cause du talent passif éruption. Il a chaud. Il a chaud. Il a besoin d'un humain, pas de ces médiocres bouts de viande. Il a besoin d'un humain en vie. Le dernier chasseur en vie de la mine avait laissé échapper une faible respiration. Celle-ci avait attiré les instincts de tueur de Baphomet. Un humain. Il y a encore un humain en vie ici. Il doit la tuer. Une voix résonnait au cœur de l'esprit de Baphomet. Il est une créature qui a été créée pour éradiquer l'humanité. Il doit tous les tuer. Un homme confie à son manager grâce à son talkie-walkie qu'il y a bien quelques survivants ici-bas. Par contre, la situation est étrange. L'un des survivants essaye de tuer l'autre. Continuant son rapport, il fait état des traces du massacre de Baphomet. Le manager en question pose sa main sur l'épaule de son collègue. Il est juste là. Il peut arrêter avec les télécommunications. Cela dit, celui-ci est surpris quant à la vue de Baphomet. Ce type n'est pas celui qu'il recherche. Baphomet, à travers la rage du berserk, réalise que de nouveaux humains étaient juste devant lui. Le visage de ce type lui dit quelque chose. Mais à peine eut-il le temps de tourner la tête vers son collègue que Baphomet se jeta sur eux. Le manager et son collègue étaient surpris de son assaut. Il les tuera tous. Mais dans son insatiable colère, une main intervint. Le maintenir en vie a été bien difficile. Elle ne peut pas le laisser mourir maintenant. Qu'il s'endorme pour quelque temps. L'assaut de Baphomet tourna au ridicule alors qu'il s'effondra de sommeil devant ses deux cibles. Cibles lesquelles n'avaient pas la moindre idée de ce qu'il venait de se passer. Ô Seigneur Baphomet, ses commandes sont leurs ordres. Qu'il tue tous les humains de la Terre. Qu'il fasse du nom de Baphomet le plus grand de cette ère. Et de son ère la plus grande parmi les autres. Connaît-il le conte de la grenouille dans le puits? La lame transperça sa chair. Il ne sait rien. Il ne connaît rien. Son règne en tant que roi de la tour de l'abysse est néant. Il est faible. Et seule la mort attend les faibles. Baphomet se réveilla en sursaut. Qu'est-ce qui vient de se passer? Regardant autour de lui, il ne reconnaît pas la carrière de Pierre. À travers un haut-parleur, un homme lui demande s'il peut l'entendre. Derrière la vitre, il arborait un sourire aisément remarquable. Baphomet lui demande qui il est. L'homme ne daigne répondre. Il lui dit en retour qu'il est bien ce fameux escroc, non? Il se disait bien que son visage lui était familier. Qui aurait pu deviner que la fraude du siècle aurait tué le chasseur qu'il recherchait? Est-ce là sa nouvelle arnaque? Ou bien l'a-t-il réellement tué? Baphomet se demande s'il est en train de parler du bâtard qu'il a broyé. L'homme continue et lui dit qu'il a fait quelques recherches sur lui. Mais il n'a rien trouvé. C'est comme s'il était quelqu'un dont l'existence même n'est que mirage. Le statut d'enregistrement de chasseur ne peut être trouvé. Et pourtant, il a la même force qu'un chasseur. Se pose alors plusieurs questions. Est-ce là quelqu'un qui ne s'est pas enregistré comme chasseur? Ou bien quelqu'un en train de s'éveiller? Voilà toutes les questions avec lesquelles ils se battent. Ils apprécieraient qu'ils puissent les éclairer. Selon sa réponse, leurs décisions quant à ce qu'ils feront de lui pourront. Son poids avait pris la direction de la vitre, le séparant de son interlocuteur. Il laissa un monstrueux impact sur cette dernière. Il arrête pas d'ouvrir sa gueule. Pourquoi l'emmerde-t-il avec toutes ces questions? S'il veut savoir qui il est, il devrait commencer par faire preuve de bonne manière et s'introduire lui-même. D'abord, ils l'ont enfermé ici, puis le regarde confortablement bien protégé derrière une vitre. Il ne supporte pas ce genre de fils de pute négligent. Un escroc. À qui est la faute si ce sont eux qui l'ont couronné comme leur héros? Le chasseur qu'ils cherchaient. Ils ont vu juste c'est lui qui l'a tué. Et alors? Est-il supposé réfléchir et se morfondre sur ses actes? Pourquoi devrait-il? Il est celui qui a décidé de s'en prendre à lui. Qu'importe le nombre de fois qu'il reviendra à la vie, il le butera de la même manière. Il arrachera ses membres et les massacrera jusqu'à ce qu'aucune trace de sa vie ne subsiste. Rien ni personne ne se rappellera de sa misérable existence. Mais que se passerait-il s'il faisait de la même chose? Est-il seulement capable de le tuer? L'homme se tenait droit devant lui. Et il s'est montré en personne. Alors, quel est son prochain move? Baphomet était stupéfait. Cet homme... il est le même que cette fois. C'est la même aura. Il se rua vers celui qui l'avait envoyé dans cet enfer. Mais malgré la fulgurance de son assaut, l'homme au costume n'en perdit pas son sourire. L'impact colossal résonna dans la pièce, dans les décombres de la poussière. Baphomet n'en revenait pas.
L'homme lui dit qu'il n'y a pas de doute. Il s'agit bel et bien d'un éveillé. Cet assaut était des plus plaisants. Baphomet se devait d'admettre qu'il est fort, très fort. Comme il lui a demandé, il va se présenter. Ils appartiennent à une guilde gouvernementale qui opère secrètement pour lutter contre le grand banditisme, spécialement dans la sphère des chasseurs. Ils opèrent sous le nom de Rogue. Bref, il va être franc. Le chasseur qui l'a tué appartenait à une liste de personnes, lesquelles, à peine trouvées, devaient être éliminées. Il était coupable d'une légion de crimes contre l'humanité. Son modus operandi était de se déguiser pour s'en prendre à d'innocents chasseurs, lesquels il tuait pour vendre leurs organes. Il se trouve qu'il existe une superstition parmi les plus riches, comme quoi l'on pourrait devenir immortel ou à minima récupérer bonne santé si l'on reçoit l'organe d'un éveillé. Ils lui sont reconnaissants de les avoir libérés d'un tel fardeau. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas tué une seule personne, mais 5. Ils ont examiné les corps de ses victimes, et c'est un vrai travail d'orfèvre qu'il a accompli. Ils savent reconnaître le boulot d'un expert quand ils l'ont devant leurs yeux. Toutefois, quelqu'un qui a tout juste récemment terminé son éveil ne serait jamais en mesure d'accomplir une telle prouesse. Cela pourrait être imaginable si la dite personne aurait un talent naturel pour le meurtre. Mais s'il s'en fiait à son expérience, ce type de cas n'est que très peu commun, et il y a bien plus de chances que le meurtrier jouit d'une grande expérience, et aurait déjà un certain bagage. Du moins s'il voit ce qu'il sous-entend. Puisque la seule information qu'il a pu obtenir sur lui n'est autre qu'il est un escroc, il a essayé de lui parler calmement pour voir quel type de personne il est. Cette situation est en train de le mettre en rogne. L'homme en costume continue. Devrait-il lui donner l'impression qu'il a laissé sur lui de leur petite discussion? Il a souffert pour devenir un humain, il est même pas capable d'écraser ce genre de minable. Il est dangereux. Il est né avec un goût pour le mal. S'il n'est pas arrêté sur le champ, viendra un jour où il deviendra un fléau. Fléau lequel ils pourchasseront et châtieront. Si seulement il avait joui d'un corps plus libre. Exactement comme cet homme. Que ce soit ce type ou d'autres, ils devraient tous s'écraser face à sa suprématie. À son humble avis, il vaudrait mieux ne pas laisser germer en lui la graine du mal. Pourquoi cela doit se terminer ainsi? Bureau administratif central des chasseurs. Comme à l'accoutumée, les lieux étaient bondés de monde. Les secrétaires suivaient leur routine habituelle. Éventuellement vint le tour du numéro 122. Comment pourrait-elle l'aider? Il resta muet un instant. Baphomet était d'un calme neuf. A-t-il eu peur? Même si c'est eux, ils ne peuvent pas agir de manière aussi téméraire. Mais au fond et personnellement, lui l'apprécie bien. Il est persuadé qu'il serait capable de s'occuper de n'importe quel problème grâce à son côté très instinctif. L'homme ne compte pas y aller par 4 chemins. Qu'il devienne un chasseur pour Rogue. Il devrait offrir son don naturel pour le meurtre à son institution. Baphomet dit calmement à la secrétaire qu'il est venu ici pour s'inscrire comme chasseur. Aucun problème. Elle va avoir besoin de sa carte d'identité ainsi que son certificat d'aptitude de chasseur. L'homme lui avait assuré qu'ils feront quelques légères modifications quant à son identité. Ils s'occuperont également de son test d'aptitude. La secrétaire lui dit que tout est bon de son côté. Désormais, il doit communiquer un nom de code pour finaliser son enregistrement en tant que chasseur. L'homme de chez Rogue lui avait expliqué que la nécessité de créer un nom de code bien distinct de son identité en tant que citoyen est pour séparer chasseur du peuple lambda. Il ne sera pas capable de finaliser son inscription sans choisir un surnom. La secrétaire lui demande s'il y a un nom qui lui vient en tête. Celui-ci a besoin d'être différent de son vrai nom. Cependant, s'il n'en a aucun, elle peut lui faire quelques recommandations. Les mots de l'homme étaient les suivants. Il y a pléthore d'affaires bien sombres qui ont besoin d'être résolues dans l'underground. Tout cela attire déjà fortement l'attention du public. Le mieux serait qu'il opte pour un nom suffisamment discret. Arborant un sourire pur, il va leur faire regretter de lui avoir donné une chance. Il fera trembler la terre entière rien qu'à la mention de son nom. Son nom de code sera Baphomet. La folle rage du loup s'apprêtait à le dévorer. Mais au diable celle-ci! Dans son dos, un autre loup était prêt à attaquer. Mais d'un vif mouvement, il attrape le cou de la créature et écrasa celle-ci au sol. Malgré ce sanglant spectacle, les autres bêtes n'étaient pas prêtes à fuir. Bien au contraire, le terrifiant loup-garou faisait face à l'aventurier, lequel lui hurle à sa plus grande surprise d'attendre qu'il vienne à lui. Eh ben en fait, ça vient pas. Le coup de la créature ne s'était pas fait attendre. Mais celle-ci avait bien senti qu'elle n'avait rien touché. Au contraire, le point tendu de son adversaire, lui, n'avait pas manqué. Les organes de la bête volaient dans les airs. Sortant du portail, c'est comme il pouvait s'y attendre. Sa force ne lui est pas entièrement revenue. Il ne peut penser qu'à une seule raison qui pourrait l'expliquer. Il se rappelle de la quête cachée du système, lequel se tenait juste devant lui. La force qu'il désire. La dernière fois, son but était de tuer l'autre criminel. C'est très certainement pour cela qu'il avait réussi à devenir aussi fort. Mais mettons ça de côté un instant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Que ce soit alors qu'il habitait la tour ou depuis qu'il est devenu humain, pourquoi ça ne lui arrête pas de lui demander des choses? Mais enfin, c'est pas comme s'il allait avoir une réponse simplement en y réfléchissant. Il a déjà décidé de ce qu'il compte faire. La force. Si ses pouvoirs qui étaient siens ont disparu, il n'a qu'à travailler pour les réunir.
Il se trouve que le destin a fait en sorte qu'il ait l'habitude de partir de zéro. Derrière lui, le regard de la proie lui demandait s'il est bien Baphomet. Pris par la surprise, il se retourne de rage. Le manager lui demande en hurlant s'il est en manque d'attention. Quel genre d'abruti choisirait le nom d'un boss de la tour comme nom de code? Baphomet demande à l'agent de Sherlock ce qu'est que ce truc. Celui-ci lui répond qu'il s'agit d'un appel vidéo avec le manager, lequel continue sa tirade en lui hurlant qu'il lui avait spécifiquement demandé de ne pas prendre un nom qui attirait plus encore les regards sur lui. Il semble qu'il ait encore bien du ressenti à l'encontre de ceux qui l'ont peint comme un escroc. Mais des rumeurs sur sa personne ont déjà commencé à émerger à travers les chasseurs. Sa réputation est plus mauvaise que jamais. De plus, les résultats de l'investigation sur la tour de l'Abysse sont sortis. Il s'agit du chasseur Raven qui l'a fait tomber. Depuis que les résultats sont connus, la situation s'est fortement dégradée puisque le meilleur chasseur de Corée s'est sacrifié pour tuer le véritable Baphomet. Maintenant, il doit trouver un moyen de résoudre toute cette affaire. Et alors, il est en train de lui dire qu'il aurait dû marcher sur des œufs autour de tout ce petit monde? Il en a rien à foutre qu'il parle dans son dos. Il en a déjà entendu assez pour le rendre malade. Pour faire simple, il s'encarre le troufiant. Il n'a qu'à devenir plus fort pour que plus personne n'ait le courage de l'ouvrir pour déblatérer ses saloperies. Le manager lui dit qu'il a une sacrée grande gueule. Mais croit-il réellement être en mesure de tout supporter? Bah, quoi qu'il en soit, il pourra faire l'expérience des conséquences de ses actions d'ici peu. Ils se reverront sur l'île de Jeju. Baphomet n'en croyait pas ses yeux. Est-ce là la mer? Est-ce là celle qu'il a vue grâce à son putain de guerre? Tae-Yong, l'un des hommes de Rogue, lui dit qu'ils vont prendre un taxi à partir d'ici. Ça devrait commencer d'ici 2 heures. Wouhou! C'est la mer! Il avait de fortes envies de défenestration face au spectacle de ce débile. Il arrive même pas à en voir la fin. Ce monde est incroyable. Il sait très bien qu'il est quelqu'un auquel il ne peut pas faire confiance. Alors pourquoi soit-il le garder et le traîner partout? Le manager lui demande s'il insinue qu'il devrait abandonner après être allé aussi loin. Il devrait pourtant savoir que ce type de travail n'est pas quelque chose qu'une personne saine peut faire. Ils ont besoin de quelqu'un d'assez idiot mais en même temps suffisamment malsain. Et puis de toute façon, il garde un œil en permanence sur lui. S'il essaie de leur échapper ou de leur mettre à l'envers, ils n'auront aucun problème à s'en débarrasser. Un jeune homme et une femme discutaient aux abords de la plage. Des yeux bleus? Serait-ce la fameuse espèce qui rôdait dans les années 40 comme il a lu là? En tout cas à l'apparence, y a pas de doute. Qu'il arrête de disgracier leur pays. Ils n'ont pas de temps à perdre. Baphomet salue gentiment ses 2 copains, lesquels n'avaient pas la moindre idée de ce qu'il vient de se passer. L'événement d'orientation pour les nouveaux chasseurs sera tenu ici. L'événement d'orientation? C'est un programme d'entraînement pour aider les nouveaux chasseurs à s'adapter aux difficultés de leur travail. Mais pourquoi les instances organiseraient quelque chose comme ça? Les chasseurs n'ont-ils pas juste à combattre 2-3 monstres ici et là? C'est parce qu'il y a une phénoménale quantité de trous de balles parmi le tas de merde qu'est le gouvernement C'est une règle que le gouvernement a mis en place. Contrairement aux autres pays, les chasseurs sont régis par la nation elle-même. En somme, ils peuvent décider de la manière dont ils comptent se servir d'eux. Quoi qu'il en soit, il va s'occuper de lui fournir quelques bagages, une carte d'identité et un téléphone. Bref, il lui dit qu'il l'appellera Chaminuo du moment qu'ils sont en public. Ce nom, c'est celui qu'il avait communiqué, le nom de l'un de ses seuls amis. Tae-Yong lui dit qu'il est presque l'heure, il ferait mieux d'y aller. Mais Minuo l'interrompt et lui dit qu'il croyait qu'il resterait avec lui pour le superviser. Il est pas prêt de se débarrasser de ce boulet. Mais enfin, il devrait commencer à réaliser 2-3 choses une fois à l'intérieur. Ah oui, donc quand il lui a dit qu'il réalisera 2-3 choses. Bienvenue, jeune chasseur. Il sera leur hôte pour l'événement d'orientation. Il s'appelle Ma Seong-gun. Alors c'était ça qu'il sous-entendait. Est-ce qu'il peut lui expliquer ce qui est en train de se passer? N'était-il pas censé faire partie de Rogue ou va-t-en savoir? Seong-gun lui dit de parler moins fort. En public, il est membre du bureau central administratif des chasseurs. Compris? Minuo lui dit qu'en tout cas son camouflage est une réussite. Oui, c'est sûr que c'est bien mieux que fraude du siècle. Ces personnes à l'arrière, ça fait un bon moment déjà qu'ils parlent de lui. Ils ont dû se lier d'amitié sur la haine commune de l'escroc Baphomet. Tous qu'on chie la fraude. Qui plus est après qu'ils choisissent Baphomet comme nom de code. Ouais bon, ça lui en touche une sans bouger l'autre. Mais son manager lui dit qu'à partir de maintenant, il préférait qu'il agisse comme s'il ne le connaissait pas. L'on appelle le gestionnaire d'équipe de la centrale des chasseurs. Il arrive tout de suite. Et bon bref, il n'a qu'à faire ses affaires de son côté et d'aller manger. Baphomet, alors attablé seul. Seong-gun remarque son étrange expression de joie. Serait-il en train d'apprécier le moment puisque moquerie et haine sont inévitables? Il force le respect. En tout cas, c'est un soulagement que son mental soit suffisamment puissant pour pallier à tout ça. Mais il est surpris par des bruits de pas qu'il n'attendait définitivement pas. Ce sont tous des chasseurs de rang A. Seong-gun demande, trempé de sueur à sa collègue, pourquoi il y a des rangs A ici. Celle-ci lui demande s'il n'avait pas remarqué. Il y a quelques chasseurs de rang A qui débutent leur programme spécial d'entraînement aujourd'hui. Mais n'était-il pas censé arriver la semaine prochaine? Eh bien, les dates changent sans cesse. Et ce, jusqu'à ce qu'au final, les dirigeants de la centrale ont fixé la date à aujourd'hui. Mais qu'il ne s'inquiète pas, c'est plutôt normal pour lui d'être confus avec tous ces changements de dernière minute. Et puis, n'est-ce pas là une bonne opportunité? Il pourrait avoir une bonne influence sur les nouveaux chasseurs. Ah,
une excellente influence. Et évidemment, il fallait que ce guignol soit là. Baphomet se rappelle d'un outil sur le téléphone qui permettait de prendre des photos de la nourriture, comme ça. Il était d'ailleurs curieux à ce propos puisqu'il ne ressentait pas la faim quand il était un démon. Et puisque jusqu'à aujourd'hui, il s'est essentiellement nourri de soupe de riz et de ramen, il n'a jamais eu quelque chose comme ça. C'était quoi la chose déjà à dire dans ces moments? Ah oui, ça lui revient. Bon appétit. L'on avait vidé un verre sur Minuo. Toute l'assemblée était prise de stupeur. L'homme lui demande s'il est réellement le célèbre Baphomet. Mais ce dernier en reste silencieux. Léon, un aventurier de rang A, est heureux de le rencontrer. À vrai dire, il s'est toujours demandé à quoi ressemblait ce bouffon. Mais au final, il est juste un demeuré bien lambda. Alors que Minuo en reste paralysé, un autre chasseur de rang A interpelle Léon, de son vrai nom Banjiwan, et lui demande ce qu'il est en train de faire. Qu'il arrête d'agir de manière aussi puérile. Tout le monde les regarde. Mais comment pourrait-il ne rien faire à la vue de ce bâtard? L'autre aventurier ne prêtant guère attention à ses mots se retourne vers Baphomet et lui présente ses excuses. Et ce, quand bien même il n'est pas innocent, puisqu'ils ont perdu bon nombre de leurs collègues à cause du réel Baphomet. Opérer sous un tel nom de code apparaît comme un infâme manque de respect vis-à-vis de leurs défunts amis et collègues. S'il peut lui donner un conseil, ça serait de choisir un nom plus propre. Avant même qu'il ne puisse finir sa phrase, Minuo venait de vider son assiette sur l'ordure qui osa le toucher. Tous les chasseurs de l'événement d'orientation étaient sous le choc. Seongun venait de rendre l'âme sur place. Que vient-il de faire? Souhaite-t-il réellement qu'il l'envoie en enfer? Baphomet lui demande sur un ton des plus apathiques pourquoi ils en font des caisses comme ça à propos d'un simple nom. C'est pas comme si leur copain allait ressusciter s'il change de nom. Que vient-il de dire? À ce propos, n'aurait-il dû pas vaincre Baphomet un poil plus tôt s'il tenait tant que ça à ses camarades? De son point de vue, tout ce qu'il fait n'est autre que de se vanter d'être une merde. L'autre aventurier lui demande quel genre d'idiotie il raconte. Mais Minuo n'en avait pas fini de provoquer celui qui a osé ruiner son repas. Il a parfaitement compris. Au fond, c'est simplement qu'il est trop mauvais pour faire quoi que ce soit. Oh, est-ce qu'il l'aurait offensé? Ce sale fils de pute a-t-il fini d'ouvrir sa gueule? Léon venait d'accroître ses capacités physiques grâce à un talent de boost. Seongun se demandait jusqu'où cette situation allait bien pouvoir dégénérer. Ce bâtard de Baphomet l'a tué. Y a pas à dire, les coups de poing de Jiwan sont monstrueux. Il arrive à peine à les bloquer. Il est persuadé qu'il réussira l'examen pour le rang A avec aise. C'est Baphomet qui a tué Raven. Face au coup de poing du chasseur, Minuo se demandait s'il devait parer ou éviter. En tout cas, il y a des chances que le sang jaillisse, qu'importe son choix. Un énième chasseur de rang A venait de saisir le bras de Léon et lui dit qu'il est interdit de combattre ici. Ce dernier ainsi que Minuo s'était retourné vers celui dont il reconnaissait les traits de visage. L'un des chasseurs débutants l'avait lui aussi reconnu. Son ami lui demande de qui il parle. Il s'agit du petit frère de Raven. Il en avait un. Il est pas au courant. Il est connu pourtant. Il s'agit de Griffin, le plus jeune chasseur de rang A. Léon n'appréciait guère d'avoir été interrompu. Mais l'aventurier à l'arrière, essayant de calmer l'ambiance, lui dit que ça fait longtemps. Il ne savait pas qu'il participerait à la formation. En tout cas, ça lui fait plaisir de le... Léon, en ayant visiblement rien à foutre de calmer le jeu, demande à Griffin comment il ose invoquer une violation du règlement. Ça ne lui fait rien de dire ça alors que ce connard se trouve à côté de lui. Griffin reprend Léon et lui dit que ce type n'a pas tort. S'ils avaient vaincu Baphomet plus tôt, il n'aurait pas eu autant de morts à déplorer. Et si son frère avait été plus fort, il n'aurait pas péri en complétant la tour. Alors que Léon s'apprêtait à le reprendre, Seongun interpelle ce beau petit monde et leur demande de faire preuve d'un peu de tenue. Ils connaissent pourtant les règles, alors qu'est-ce qui leur prend? Tout le monde les regarde. Mais Léon lui demande pourquoi ils l'ont admis. Pardon? Il fait bien partie du bureau de renseignement des chasseurs. Alors pourquoi il n'a pas été recalé? Derrière, le chasseur de rang A savait pertinemment comment toute cette affaire allait se finir. Vraiment, il l'envoie désolé. Est-ce que ce monsieur le chasseur pourrait lui accorder un instant? Trempé de sueur, Minuo lui demande si ça pourrait attendre 2 minutes. Qu'il ferme sa putain de gueule! Il sait déjà très bien comment tout va se terminer. Alors que Baphomet quittait les lieux avec le manager de chez Rogue, Griffin lui jeta un regard des plus sombres. Plus tard, Hanyu Jung salue les nouvelles recrues. Elle sera en charge du cours traitant du système. Une fois éveillés, ils ont tous vu une fenêtre bleue apparaître. Il se trouve que le programme développé par le bureau des renseignements permet aux chasseurs qui ne sont pas encore familiers avec le système de... Il avait des envies de triple salto du 3e étage. Le manager lui demande fermement de lui en coller une. Baphomet n'a pas la moindre idée de pourquoi il lui demande de faire ça. Eh bah, s'il l'avait pas recruté, jamais il aurait dû faire face à ce genre de problème. Tout ça, c'est de sa faute. Il ne peut croire qu'il a été assez con pour lui faire confiance. Alors qu'il lui en met une, il a besoin d'avoir les idées en place. Baphomet comptait bien saisir sa chance. Qu'il ne se plaigne pas après. Ah oui, mais c'est qu'il est vraiment con celui-là. L'ironie, ça lui parle. Et qu'est-ce qu'il attend de lui alors?
qu'il prenne sur lui alors qu'on l'insulte. Seong-gun lui dit que tant qu'il ne sera pas plus fort, il n'aura pas d'autre choix. C'est ce qu'il a dit après tout, non? Une fois qu'il sera assez puissant, personne n'osera lui manquer de respect. S'il souhaite réellement y arriver, il doit tenir parole et courber les chines jusqu'au moment venu. En l'état, même une centaine de chasseurs de son niveau n'arriveraient pas à vaincre un chasseur de rang A. Donc s'il doit résumer ses propos, qu'il ne fasse rien d'inconsidéré et qu'il se tienne tranquille. Lisant un article parlant de Baphomet sur leur téléphone, de nouveaux chasseurs participant à la formation se demandaient comment ce type a osé se pointer ici. Son ami lui dit que c'est à cause de saloperies comme lui que le nom des chasseurs est traîné dans la boue. Initialement, il voulait suivre cette formation dans la bonne humeur, mais avec ce déchet à côté, c'est tout bonnement. Cette saloperie a bouffé tout son pognon! Est-ce qu'il doit la frapper jusqu'à ce qu'elle crache? Les deux aventuriers étaient terrorisés par l'explosion de colère de Minuo. À ce propos, les chasseurs de rang A ne sont-ils pas censés faire des combats amicaux? Si! Ça se passe dans la salle GX. Oui, bon bah, plus qu'à y aller. Bon, au moins il a pu se débarrasser de ces deux tanches sans causer de problème. Oh, elle lui file même de l'argent alors qu'il a rien mis. C'est bon ça! À ce propos, ces types ont bien dit que les chasseurs de rang A s'affrontaient dans le coin, non? Le soir venu, Baphomet avait mis un pied dans la salle GX. Son adversaire au sol, Léon est vainqueur. À peine relevé, son adversaire lui confie qu'il est réellement imbattable. Mais Léon lui dit qu'il a bien progressé. L'un des membres du staff confie à la petite assemblée qu'il s'agit là de la 8e victoire consécutive de Léon. Est-ce que quelqu'un souhaiterait le défier? Tous les chasseurs de rang A restaient silencieux. Mais Léon se tourna vers Griffin et lui demande s'il serait intéressé par un duel. Celui-ci se leva dans un silence approbateur. Ils ne sont pas sans connaître les règles, mais il va les leur rappeler. Le premier à attraper le foulard bleu attaché au bras de son adversaire remporte le duel. Ils ne peuvent utiliser ni compétences actives, ni compétences passives. Et comme il s'agit d'un combat amical, le staff se chargera de l'interrompre s'il juge que celui-ci devient trop dangereux. Seong-gun était ravi de constater qu'ils ont même organisé des matchs. Han Yu-jung le salue et lui dit que beaucoup de nouvelles recrues sont venues y assister. Ah bien, ça sera béné... L'autre membre du staff demande à ses collègues s'il ne trouve pas Griffin trop beau. Ces derniers temps, c'est LE chasseur en vogue. Elle devrait peut-être lui demander son numéro après. Han Yu-jung et Seong-gun s'étaient lancés un sourire mutuel de désapprobation. Oui, c'est vrai qu'il est très populaire. Mais est-ce que ce cher monsieur Seong-gun pourrait, à tout hasard, rappeler son âge? De mémoire, il est en seconde. Du coup, 15 ans. Pardon? Leur affrontement avait débuté. Léon a hâte de voir à quel point son adversaire a progressé. D'un vif mouvement, Griffin se libéra de l'étreinte de son adversaire. Et alors que celui-ci essayait de toucher de son poing, Griffin évita celui-ci au dernier moment avant de se jeter sur son adversaire, lequel évite également. Leur affrontement est si parfait que de peine à toucher leur adversaire de leur coup. Léon trouve les mouvements de son adversaire bien trop amples. Ça va lui donner une opportunité. Mais alors qu'il croyait se saisir du foulard bleu, Griffin avait réussi à profiter de l'empressement de son adversaire. Celui-ci ne pouvait plus rien faire pour lui échapper. Griffin venait de se saisir du foulard bleu de Léon, signant sa victoire. Tous les autres chasseurs de rang étaient sous le choc. Baphomet en restait muet. La victoire est pour Griffin. Personne ne pouvait croire qu'il soit si fort à son âge. En tout cas, il n'a pas volé sa place de numéro 1 au classement des chasseurs de rang A. Tous sont persuadés qu'il passera bien vite au rang S. Mais celui-ci jeta un noir coup d'œil en direction des spectateurs. Léon lui tend la main et le félicite. Il a simulé un point faible pour exploiter l'un des siens. Il a bien progressé. Aucun doute, si son frère le voyait, il serait. Griffin ne prête aucune attention à celui qu'il vient de vaincre et demande s'il peut défier quelqu'un d'autre. L'arbitre lui dit qu'il n'y voit aucun problème. Baphomet. Léon lui demande s'il est sérieux. L'arbitre lui dit lui-même, confus, que ce n'est pas un chasseur de rang A. Sauf erreur de sa part, il s'agit d'une nouvelle recrue. Il ne pense pas que ça soit possible. Seong-gun lâcha à haute voix que ça promet d'être intéressant. Ils vont pouvoir récolter de super données sur la différence de niveau entre chasseurs débutants et vétérans. À son avis, il pense que cette rencontre constituera une bonne leçon pour tous les nouveaux. S'il le dit. Mais bien sûr, il faudra donner un handicap à Griffin. Baphomet se demandait ce qui lui passait bien par la tête. C'est pourtant lui qui lui a demandé de courber les chines et de se tenir tranquille. Seong-gun était en réalité ravi d'avoir pu saisir cette opportunité. Se prendre une branlée devrait lui remettre les idées en place. Baphomet jette un coup d'œil vers son adversaire, le petit frère de Raven. En son état actuel, il n'a quasiment aucune chance de le vaincre. Il ferait mieux de rester en retrait et de le laisser dominer le combat. Il n'aura qu'à déclarer forfait une fois le moment. Griffin n'avait pas pris son reste pour se jeter sur le chasseur qu'il déteste tant. Celui-ci avait tout juste paré le coup de son avant-bras. Mais le chasseur de rang A s'est saisi de celui-ci et balança son adversaire au sol. Les espoirs de Baphomet avaient changé. Tout ce qu'il peut espérer, c'est qu'il ne le tue pas. Quel fils de... Il s'y attendait dès le moment où il l'a défié. Mais la seule chose qu'il a en tête, c'est de l'enculer. Alors comme ça, Griffin cachait bien son jeu. Pas étonnant vu que ce type a choisi le nom du monstre qui a tué son grand frère comme nom de code. Mais là, il se sert de lui comme un sac de frappe. Putain, ça fait mal! Il va lui en coller une! Mais à peine avait-il levé la jambe que Griffin passa derrière lui et se saisit de son cou pour amener son adversaire au sol. Lequel d'un agile mouvement se libéra de son étreinte. Baphomet avait bien compris. Tout ce qu'il fait, c'est de s'amuser avec lui. Avant, il l'aurait massacré. Mais au fond, il trouve cette histoire d'handicap un peu dommage. Il aurait pu voir toute l'étendue de son talent. Il veut savoir.
veut savoir comment il se bat et à quel point il est puissant. Griffin venait d'arrêter son coup devant le visage de Baphomet. Ça suffit. Baphomet, dans son extase, se demande pourquoi il veut arrêter. Griffin répond calmement à l'arbitre que ça ne sert à rien de continuer. Celui-ci, d'abord surpris, lui dit qu'en même temps ce duel ne faisait pas vraiment de sens. L'arbitre demande ainsi à haute voix s'il y a d'autres chasseurs qui souhaiteraient participer aux combats amicaux. Mais Baphomet ne souhaitait pas en rester là. Il veut combattre. Même une centaine de chasseurs de son niveau n'arriverait pas à vaincre un chasseur de rang A. Donc s'il doit résumer ses propos, qu'il ne fasse rien à considérer, qu'il se tienne tranquille. Il a raison, il est faible. Mais jusqu'à quand? Va te faire foutre! Griffin a vu rouge. La main du monstre qui a tué son frère. D'un puissant coup de pied, il envoya valdinguer Baphomet dans les airs. Et deux femmes jetèrent un regard accusateur à celui qui était favorable au combat. Griffin savait très bien qu'il avait merdé. Baphomet avait volé par la fenêtre jusqu'à retomber bien plus loin dans une piscine. Toutes les femmes du club se demandaient ce qui avait bien pu se passer. L'une d'elles hurle qu'elle a vu un homme tomber. La jeune femme blonde ne pouvait faire comme si de rien n'était. Baphomet trouvait cela bien dommage. Il ne s'imaginait pas que ça finirait comme ça. Mais il pense être fait une petite idée de l'étendue de la puissance de ce type. Il a hâte de le voir se prosterner devant lui. Par contre, comment on nage? Il a plus d'air, il va s'évanouir. La jeune femme avait plongé et se rapprochait de celui qui périssait. Des cheveux blonds et des yeux bleus. La fille était un rien de secourir Baphomet. Son regard s'était perdu dans le sien. Il était en train de se noyer. À l'extérieur, on trouvait que ça faisait déjà un petit moment qu'elle avait plongé. Et rien ne remontait à l'eau, à part une mèche de cheveux. Les femmes étaient horrifiées de cette vue. Quelque chose de grave a dû se passer. Numéro 18. Hein? Quoi? Qu'il arrête de rêvasser et qu'il aille bosser. Bosser? Bien sûr. Mais que doit-il faire? Il était en train de dormir ou quoi? C'est l'heure pour eux d'être chassés par les humains. Encore un rêve. Depuis qu'il est devenu humain, ça n'arrête plus. À ses côtés gisait inconsciente la belle jeune femme. En y repensant, quand il est tombé à l'eau, c'est elle qu'il s'écarte sur le champ avant qu'elle ne lui fracasse le crâne. Baphomet sursauta de peur. Derrière lui, d'autres femmes le regardaient d'un air condescendant. Non mais c'est qui celle-là? Seong-gun et Han Yun-jung accoururent sur les lieux et s'excusèrent. Ils ont eu un problème. Est-ce qu'il y a des blessés à déplorer? Oh non! Cette femme, il la reconnaît bien. Il s'agit d'Echidna, la présidente de la guilde Arc. Il ne s'attendait pas à la voir ici. Y a-t-il eu un accident? Celle-ci ne daigne lui répondre et appelle en hurlant un niais. Laquelle répond présente. Est-ce qu'elle les a bien tous comptés? Bien sûr, c'est parfait. Seong-gun transpirait bien fort en se demandant ce qu'elle pourrait bien lui sortir. Il essaie de s'expliquer à Dame Echidna, mais celle-ci le coupe. Elle lui dit que leur guilde profite de quelques vacances. Elle séjourne dans cet hôtel depuis la veille et là elles étaient en pleine pool party. Mais cet homme soudainement tombé du ciel a ruiné la fête. Elle a entendu dire qu'un stage de formation pour nouveaux chasseurs avait lieu à l'hôtel d'à côté. Il s'agit bien d'une nouvelle recrue. Elle suppose d'ailleurs qu'ils étaient en plein cours, non? Seong-gun lui dit que c'est bien le cas et que c'est à cause de leur négligence que tout ça. S'approchant de lui, les cheveux à la main, elle lui demande s'il a la moindre idée de ce que c'est. Un cheveu? Non, c'est bien plus que ça. Il s'agit du prix de la privatisation d'un salon de coiffure de luxe à Gangnam où elle a dû accompagner cette fille. C'est également le prix des repas bio de luxe qu'elle fait livrer chaque jour à son domicile pour que sa chevelure soit parfaitement éclatante. C'est tout le temps et les efforts aussi précieux l'un que l'autre qu'elle consacre pour pousser cette feignasse à prendre soin d'elle. Résultat, elle a des cernes. En plus, il s'agit des cheveux de la figure de proue de leur guilde. Voilà. Bon, ils sont réellement désolés. Comment pourrait-il se faire pardonner? Echidna lui dit que c'est à ce type d'en assumer les conséquences. C'est 700 € par cheveu. Comme elles en ont compté 116, ça fera 80 200 € à payer immédiatement. Pardon? C'est pas possible. Qu'a-t-il fait pour que le sort s'acharne autant sur lui? Après s'embrouiller avec les chasseurs de rang A, il tombe sur Echidna et son obsession pour l'argent. Baphomet lui demande si elle est tarée. Comment un cheveu pourrait valoir 700 balles? Et puis c'est qui là, cette chasseuse? Se joue... Cette femme, elle a tant de valeur que ça ou quoi? Les deux chasseuses à l'arrière trouvaient qu'il va bien trop loin. Comment peut-il ne pas la connaître? Mino se demandait pourquoi elle pouvait bien réagir ainsi. Son nom de code est Valkyrie. Elle est une chasseuse de rang S et la plus populaire de la profession. Son talent est sans égal et sa beauté est indéniable. Elle est l'égérie que toutes les marques s'arrachent. Tous les vêtements et accessoires qu'elle porte sont immédiatement en rupture de stock. Baphomet se demandait quelle connerie elle est en train de lui raconter. C'en est assez. Ça ne sert à rien d'expliquer quoi que ce soit, c'est ignorant. Elle ne ferait que gaspiller leur salive. Visiblement, il vient à peine de faire son entrée dans le milieu. Elle va ainsi aller droit au but. S'il veut garder sa petite vie paisible de chasseur, qu'il la rembourse tant qu'elle lui demande gentiment. Si la somme est trop importante pour qu'il puisse la verser entièrement maintenant, ils peuvent partir sur des paiements échelonnés. Ou alors, elle lui trouvera un travail où il pourra sacrifier son corps pour la rembourser. Alors comme ça, il n'a pas d'argent. Ah, c'est bien embêtant, mais il n'y a pas grand-chose que l'on ne puisse y faire. Il va devoir la payer en nature. Le traumatisme du médecin marron avait rejailli dans son esprit. Elle peut aller se faire
et pour qu'il la paye. Celle-ci lui demande de répéter. Eh bah, avant de lui faire vouloir porter le chapeau, elle ferait bien d'analyser un peu mieux la situation. Primo, y a ce type incapable de gérer son événement. Et puis y a l'autre connard qui l'a envoyé valdinguer d'un coup de pied. Eux non plus ne sont pas tout blancs. Griffin était à son tour arrivé au cœur de l'hôtel voisin. Les chasseuses l'avaient reconnu et se demandaient ce qu'il pouvait bien faire ici. En tout cas, il ne faut surtout pas se le mettre à dos. Il fait partie de la guilde de la nébuleuse. Si elles entrent en conflit avec cette dernière, Echidna lui demande si c'est bien lui qui a envoyé valser ce chasseur. Il lui répond que oui. Derrière, Han Yunjung lui dit que c'était un combat amical. Elle s'excuse auprès du nouveau, mais ça ne change rien à leur histoire. C'est lui qui va devoir l'indemniser. De son côté, Baphomet commence à en avoir marre de cette vieille truie. Seongun intervient et lui dit que c'est eux qui vont se charger de les dédommager. La direction générale? Oui, ils ont une grande part de responsabilité dans cet incident. Cependant, comme la loi leur interdit de verser des indemnités pécuniaires, que pense-t-elle d'un monopole sur tour? Le monopole sur tour est une pratique qui permet à une guilde d'obtenir l'exclusivité sur une ou plusieurs tours. Comme les monstres ressuscitent tant que ces dernières ne sont pas complétées, les guildes qui bénéficient de ce privilège peuvent obtenir des gemmes démoniaques et des items de manière illimitée. C'est une véritable poule aux œufs d'or. De plus, les chasseurs n'appartenant pas à la guilde titulaire de l'exclusivité doivent reverser une partie de leur butin à cette dernière. Une minorité d'entre eux dénonce ce système comme bénéficiant uniquement aux plus puissants, mais lui ne voit pas en quoi ça le concerne. S'ils sont pas contents, ils ont qu'à intégrer les meilleures guildes. Et voilà. Seongun confie à Echidna qu'il y a justement une tour en attente de complétion depuis 1 an et demi. Il leur propose un monopole d'1 année sur cette dernière. Qu'en pense-t-elle? Feignant le manque d'intérêt, elle lui dit qu'elle ne peut pas décider toute seule. Elle doit d'abord en discuter avec ses camarades. Han Yunjung demande à Seongun s'ils peuvent vraiment accorder un droit d'exclusivité comme ça. Mais celui-ci lui dit que si la guilde Arc peut s'occuper de les débarrasser de cette tour, ce n'est pas plus mal. Elles acceptent leur proposition. Aucun doute, elle a pris la bonne décision. Echidna interpelle Ria et lui demande si elle l'entend. Tout juste relevée après son malaise, Echidna lui demande si elle se sent bien. Ria lui répond que ça va. Bon, elle ferait quand même mieux de rentrer. Ria lui demande si ces gens sont bien des membres de la direction générale. Et que font-ils tous ici? Elle s'occupera de lui expliquer plus tard. Les belles jeunes femmes quittaient alors les lieux. Les yeux de Baphomet se posèrent sur Ria, laquelle le croisa du regard. À la plus grande surprise de Minou, celle-ci lui fait un clin d'œil en rigolant. Il se demande ce que pouvait bien être le sens derrière tout ça. De leur côté, les représentants de la centrale s'excusent platement. Ils auraient dû empêcher un tel incident de se produire. Ils leur présentent leurs plus plates excuses. Griffin et Baphomet, se sachant légèrement coupables, détournent le regard tel une confession de leurs actes. De retour à leur hôtel, Baphomet repensait à sa rencontre avec Echidna, une chasseuse obsédée par le fric. Il y a vraiment tout dans ce milieu. À ce propos, pourquoi cette femme lui a fait un clin d'œil? Elle voulait se battre? Une main avait surgi de derrière Minuo. Griffin venait de lui arracher son foulard. Baphomet lui demande ce qu'il lui veut. Ce dernier constate qu'il n'est même pas capable de détecter sa présence. Alors, comment a-t-il fait pour s'emparer de son foulard? Alors que tout le monde se ruait vers l'hôtel voisin, Griffin resta immobile un instant. Ce qu'il a ressenti lui avait laissé une effroyable impression. Mais il y a quelque chose d'étrange. Jetant un coup d'œil vers son bras droit, son foulard avait disparu. Dans la piscine, celui-ci flottait, seul. Baphomet lui demande si c'est pour parler de ça qu'il l'a suivi. En toute honnêteté, ses mouvements étaient beaucoup trop amples. C'est limite comme si lui secouait sous le nez en lui demandant de l'attraper. Mais Griffin lui dit qu'il n'est qu'un novice. Il faut être un chasseur avec beaucoup d'expérience en combat pour s'en rendre compte. Il lui demande qui il est. Baphomet en resta silencieux. C'est plutôt à lui de lui poser la question. Il l'a défié pour des raisons personnelles, pas vrai? Et cela parce qu'il utilise le nom du monstre qui a tué son grand frère. Mais est-ce qu'un chasseur peut réellement se permettre de se montrer aussi émotif? Griffin lui dit de ne pas changer de sujet et de répondre à sa question. Non, il ne discutera pas avec un interlocuteur irrationnel. Pourquoi converserait-il avec quelqu'un qui se laisse guider par ses émotions? Griffin lui demande s'il croit que son désir est de venger cette ordure. Baphomet surpris d'une telle réponse, mais Griffin continue. Il avait juste besoin de quelqu'un pour se défouler. Il est satisfait alors qu'il réponde à sa question. Une seconde. Est-ce qu'il serait énervé parce que Baphomet a tué son grand frère? À sa place, la réaction de Griffin l'avait trahi. Il lui demande ce qu'il sous-entend par là. Baphomet constate qu'il a visé juste. Il n'a pas ressenti de haine ni quand il l'a défié ni quand il l'a tabassé. Par contre, quand il lui a demandé s'il croyait qu'il voulait venger cette ordure, il a bien senti une haine en lui. Pour résumer, comme Baphomet a tué son frère à sa place, il a passé ses nerfs sur celui qui a pris son nom. Un chasseur qui va en buter un autre. Alors comme ça, il pense qu'il voulait crever son frère Raven. Eh bien, c'est pas comme si le titre de chasseur était sacré. Rien ne l'empêche d'éliminer quelqu'un. Par contre, elle n'a pas la moindre idée de pourquoi il en veut autant à son frère. Griffin resta un temps muet. Il va changer sa question. Il n'y a que 2 endroits dans lesquels on peut ressentir l'énergie meurtrière qu'il a émise à la fin du match. Les donjons ou les tours. Et elle est émise que par des monstres de haut niveau. Comment une aura pareille pourrait émaner d'un simple humain? Mais au fond, il a sa petite idée sur la question. Un monstre qui se fait passer pour un humain.
Il est réellement un jouet amusant. Baphomet constate qu'il n'a rien à envier à son frère. Imaginons qu'il soit un monstre. Non, disons qu'il en est un. Qu'est-ce qu'il va faire? Griffin lui répond que pour un chasseur, ces créatures sont des cibles à éliminer sur le champ. Une cible? Mais ce n'est pas un monstre qui se tient devant lui. C'est un humain. Donc s'il est bien un monstre comme il le prétend, ils devraient s'éliminer mutuellement. Agrippant Griffin par le col, il lui dit que ça veut dire qu'ils sont dans le même bateau, obligés de s'entretuer. Il attend le jour où il pourra réellement lever le voile sur son identité. Mais pour l'heure, il a intérêt à devenir plus fort. Sinon, c'est lui qui le tuera. J'espère que cet épisode vous aura plu. Après pas mal de suites, on commence enfin à attaquer de nouvelles séries. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire pour que je puisse vous faire la suite. Je me permets également de remercier les Patreons qui me soutiennent jour après jour. Votre soutien m'est réellement précieux. Merci beaucoup. Si vous aussi vous souhaitez devenir contributeur, je vous mets le lien vers mon Patreon en description. Sur ce, je vous dis à très vite sur Winter Solstice.